Bon, on est à peu près au milieu de cette semaine de top, donc du coup je me suis dit qu'on allait faire une petite pause et qu'on allait s'installer tous ensemble et discuter un petit peu de l'année. Parce que mine de rien, j'ai aussi envie de faire un bilan, un peu comme l'a fait In The Panda, mais d'une manière un petit peu plus simple et de manière plus spontanée. J'avais envie d'évoquer tout simplement le fait que l'année 2020 a été une année qui va changer notre manière de consommer du cinéma. Parce que réellement, comme je l'ai évoqué dans l'introduction de cette semaine, je pense que maintenant il faut parler de consommation de films. On ne peut plus parler d'appréciation ou même, on va dire, de passion pour le cinéma parce que je pense que dans sa généralité, maintenant, il est admis. Et je trouve ça un peu triste parce que moi personnellement je suis partie de ceux qui sont passionnés de cinéma, donc du coup ça me fait mal de le dire. Mais on peut clairement parler aujourd'hui de consommation de films parce que réellement, que ce soit les plateformes de streaming, que ce soit les gros studios américains, heureusement en France on fait encore partie, je dirais presque de cette élite qui pense que le cinéma se doit avant tout d'être apprécié dans les meilleures conditions possibles. Mais clairement, et on va le voir au fur et à mesure de ce petit condensé de l'année 2020, et ben, il faut avouer que les studios se sont dit « Ah, ben, vu comment ça se passe, peut-être qu'il faut qu'on change nos modèles. » Et donc du coup, j'ai trouvé ça intéressant qu'on se pose et qu'on évoque finalement les grandes étapes qu'il y a eu au fil de l'année qui nous ont amené de, en mars, la fermeture des salles de cinéma, à début décembre, HBO et Warner qui annoncent que tous les films de 2021 sortiront à la fois au cinéma et également sur leur plateforme de streaming HBO Max. Ce qui montre bien quand même qu'il va y avoir un gros changement des mentalités. Donc on va essayer de passer un petit peu tout ça en revue et de voir comment le cinéma évolue au fur et à mesure de l'année 2020 pour se changer et devenir ce que le cinéma sera certainement en 2021. Bon, dans un premier temps, il faut revenir au tout début de tout ça. Et où ça a commencé? Si on devait vraiment partir de très très loin, on dirait que ça a commencé dans une lointaine contrée asiatique où il y a malheureusement un mec qui a bouffé une chauve-souris et du coup il a contracté un espèce de truc chelou et ainsi de suite jusqu'à ce que l'humanité soit contrainte de devoir vivre avec le Covid-19. Ça serait l'histoire si on devait repartir depuis le début. Je vais repartir en mars. En mars, donc, il est annoncé un confinement et à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé. Les salles de cinéma ont fermé. Et à partir de ce moment-là, il y a clairement eu quelque chose qui s'est pété. Et je suis le premier à l'admettre, mais il faut le reconnaître, il y a à ce moment-là quelque chose qui s'est cassé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tous les cinéphiles du monde entier se sont retrouvés face à un manque à combler. Parce que même si on a la plus grande passion du cinéma, qu'on aime regarder des films ou qu'on adore mater le plus de films possible et qu'on en bouffe même chez soi, à partir du moment où on retire la salle de cinéma, il y a un bout de la passion qui se retrouve un peu en miettes au sol, écrabouillé et sur laquelle on n'arrête pas de passer encore et encore et encore et encore. Et on se dit que peut-être à un moment ça va disparaître, mais non, ça disparaît jamais. Et je suis le premier à avoir été vraiment très triste de savoir que les salles de cinéma allaient fermer. De un, parce que je travaille dans une salle de cinéma, mais au-delà de ça, parce que j'allais plus pouvoir voir de films au cinéma. Et ça faisait vraiment mal au cœur, même si à l'époque, et il faut le reconnaître encore aujourd'hui, on est face à un stade, on va dire, de l'épidémie et un stade aussi sociologique où réouvrir les salles de cinéma ou les garder ouvertes à ce moment-là, c'était impossible, c'était improbable parce que vraiment, vu comment le virus se répandait, si on gardait les salles de cinéma ouvertes et les lieux culturels ouverts, c'était mort. Et vraiment, à ce moment-là, il y a eu quand même une énorme cassure et je me rappelle avoir senti qu'il allait y avoir un petit changement. Et à ce moment-là, j'ai pas encore bien dosé à quel point ce changement allait arriver, mais quand il est arrivé, voilà, on sentait que ça allait bouleverser un petit peu les mentalités et que forcément il y aurait un après-confinement. Qu'après, les salles de cinéma seraient pensées d'une autre manière, que les distributeurs penseraient certainement d'une autre manière aussi. Enfin bref, à ce moment-là, on se doutait qu'il allait y avoir un gros changement. Du coup, le premier changement qu'il y a eu, le premier vrai changement qui a commencé à être initié, c'est Sony Pictures qui l'a un petit peu initié. Lorsqu'ils ont annoncé, alors que le film devait sortir en salle, la sortie directement en VOD de Bloodshot. Bon, c'est Bloodshot, donc en soi, lorsque ça a été annoncé, tout le monde s'en foutait un peu. Moi, j'avoue avoir eu un petit pincement au cœur parce que moi, dans ma tête, c'était quand même « Ah, c'est dommage » parce qu'il y avait l'air d'être drôle quand même le film avec Vin Diesel, donc... Ouais, c'est dommage quand même de se dire qu'on ne le verra pas en salle et finalement je me suis dit « Ah ouais, j'aurais bien aimé quand même le voir en salle celui-là ». Bon, ça reste un détail, mais regardez bien par rapport à tout ce qui s'est passé ensuite. Sony Pictures a lancé la démarche. Elle a donné un coup de pied dans la fourmilière et elle a dit « Hey, nous on sait que ça va être la merde, donc plutôt que d'attendre, on va le sortir maintenant en VOD parce qu'on sait que les gens avaient potentiellement envie de le voir à ce moment-là. » Bon, au final... le film a fait un bide.
clairement un gros bide, et ça n'a pas marché, et ça ne deviendra jamais la saga que les auteurs avaient en tête, mais ils ont initié un pas. Ils ont lancé une première pierre, et ils attendaient de voir combien de rebonds elle allait faire. Et même si elle n'a pas fait beaucoup de rebonds, elle en a fait juste assez pour donner l'idée aux distributeurs et aux grosses boîtes de prod américaines que potentiellement, si un jour ça devait continuer comme ça, et ben la VOD ou les plateformes de SVOD, ça pouvait être une solution. Donc mine de rien, je trouve que même si c'est une petite étape, je pense que Bloodshot a lancé quelque chose de fort en choisissant de sortir directement en VOD et non pas d'être repoussé en salle comme d'autres longs métrages. L'étape suivante, j'ai pas forcément envie de retenir la réouverture des salles parce que la réouverture des salles s'est faite plutôt logiquement et elle s'est faite au bon moment. C'est plus le fait qu'un film a failli ne pas sortir en salle, mais qu'un mec s'est tenu corps et âme pour but que le film soit exploité dans les parcs de cinéma et qu'il ait réussi à faire en sorte que même si la Warner se tâtait à le sortir soit en VOD, soit sur une plateforme de streaming, et ben Christopher Nolan a fait en sorte que Tenet sorte au cinéma. Et Dieu sait qu'il y a eu une grosse hésitation parce que programmé au 15 juillet, puis repoussé au 29 juillet, puis repoussé à mi-août, puis repoussé à fin août, honnêtement, à un moment, moi je me suis dit, ah, ils vont nous sortir au dernier moment qu'en fait Tenet, ils vont le balancer en VOD et on ne l'aura jamais en salle. Heureusement, le film est sorti en salle, mais c'est en demi-teinte que cette sortie en salle est arrivée. Parce que, clairement, on le mettra ensuite en parallèle avec autre chose, mais la sortie en salle de Tenet, même si le film est le film de l'année en termes d'entrée sur le territoire français, avec plus de 2 400 000 entrées, je crois, ce qui est quand même un assez gros chiffre vu la période dans laquelle on est, et en sachant que Christopher Nolan, depuis quelques années, même s'il a fait des cartons avec Inception ou The Dark Knight, il était plus habitué à des 3-4 millions, donc vu l'année qu'on a connue, clairement 2,5 millions presque, c'est un bon chiffre, c'est même un très bon chiffre, hein, qu'on se le dise. Mais c'est une sortie en demi-teinte parce que finalement à l'international, il n'a pas tant rapporté que ça et son exploitation a pas été déficitaire pour la Warner, mais est vraiment sur cette fine barrière où le film a presque fait un bide. En un sens, il a fait un bide selon les studios. Moi, je considère qu'il n'a pas fait un bide parce que vu le contexte dans lequel on était et vu le peu d'exploitation que les salles de cinéma avaient, franchement, faire 2 500 000 entrées en France et 300 millions de dollars à l'international, vu le contexte, c'est extraordinaire de la part d'un film. Et en plus d'un blockbuster, parce que mettez d'autres films qui sont sortis dans cette période-là, honnêtement, dites-vous que le film français qui a fait le plus d'entrées cette année, c'est du Cobu 3, suivi des Blagues de Toto. Voilà. Je déteste ce cinéma français. Bref. Mais vous voyez, il y a eu clairement un avant et un après Tenet, et mine de rien, ça va pousser à l'étape dont on va parler à la fin de cette vidéo, qui est l'étape charnière qu'a choisi la Warner, même si techniquement, il faut remettre dans le contexte, visiblement la Warner n'est pas à l'origine de cette décision, et c'est plus la plateforme HBO Max et ses propriétaires. Mais il y a eu un pas qui a été franchi, et si Bloodshot avait été une première étape, Tenet a été une deuxième, parce que Tenet a cousu dans la mentalité de beaucoup de distributeurs et de producteurs américains que les salles de cinéma, pendant quelques temps, il fallait potentiellement se dire que ça ne serait pas le premier truc à exploiter. L'autre étape que j'ai eu envie de retenir, elle s'est passée quelques semaines après la sortie de Tenet, et même si nous, il a fallu attendre le 4 décembre pour voir le film sur Disney+, aux États-Unis, la décision de sortir Mulan directement sur Disney+, et non en salle, a été encore une fois une nouvelle étape démontrant dans un premier temps que Disney avait décidé que les salles de cinéma, ce n'était pas le plus important et qu'il fallait les laisser tomber et se concentrer sur autre chose, ce qui faisait déjà un peu mal au cœur et qui présageait en plus de la suite. Mais au-delà de ça, c'est surtout une vraie césure parce que du coup, même si on n'a pas les chiffres officiels, visiblement, les chiffres qu'on sous-entend montreraient que Mulan, sorti sur Disney+ en achat préventif, a été un véritable carton parce qu'il n'y a quasiment pas eu de frais de distribution pour Disney et le film a vraiment bien marché. Il faut se dire que mine de rien, encore une fois, au prix de 29,99 $, ce qui est quand même monstrueux pour un film même en achat préventif, s'il y avait, je crois, un tiers des abonnés de Disney+ qui l'achetaient, le film avait 3 fois son budget de rentabiliser. Et vu que visiblement, je crois qu'il y a 34,5% des mecs qui ont Disney+, qui ont acheté Mulan, si on réfléchit, le film a fait un gros carton.
Et donc, du coup, derrière, encore une fois, on passe une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape qui a démontré que l'année 2020 a été une année qui a éloigné les films des salles de cinéma. Mais encore une fois, il faut se remettre dans l'idée qu'à ce moment-là, les salles de cinéma étaient ouvertes. Donc, potentiellement, Disney aurait pu se dire, on va le sortir quand même en salle, mais on peut le dropper aussi sur Disney+, et le mettre en achat préventif pour ceux qui n'ont pas envie d'aller dans les salles de cinéma parce que ça leur fait peur. Mais non, il y a encore cette idée que Disney+ doit être plus important, et donc la salle de cinéma, on la délaisse. Et encore une fois, bon ça, on le tirera en bilan, mais pour moi, j'ai vraiment cette impression que si la décision de Disney de vouloir sortir leurs films exclusivement sur la plateforme n'est pas une bonne décision, c'est parce qu'ils ne réfléchissent qu'en termes de marketing et non plus en termes de création artistique. Ce pourquoi, normalement, les auteurs derrière une caméra, les scénaristes derrière une feuille blanche, les directeurs de la photographie derrière leurs appareils photo, les techniciens derrière chacune de leurs techniques, ils travaillent pour la beauté de l'art. C'est rare d'avoir un mec comme ça qui est derrière une caméra et qui veut faire ça que pour le pognon. Enfin, je connais que John Moore qui fasse ça et le mec te ponce des boosts genre Max Payne ou Die Hard 5. Et sinon, je vois très peu de cinéastes. Même Michael Bay fait ça pour l'amour de l'art. Je veux dire, Michael Bay, quand il fait Transformers, ça l'éclate de faire ça. Il fait ça parce qu'il aime ça. Il fait pas ça parce que derrière, il sait qu'il va rapporter tant de millions de brousoufs et qu'il va pouvoir se refaire les poches et qu'il va pouvoir refaire un film et paf et sous et non. Que des marketeurs pour penser comme ça, mais bon. Encore une fois, c'est un problème, mais bon. Et donc, il y a eu cette nouvelle étape qui a clairement rechangé à nouveau le paysage audiovisuel international parce que à ce moment-là, on s'est dit, ok, il est vraiment possible qu'on ait de moins en moins de blockbusters dans les salles de cinéma. Ensuite, il y a eu une nouvelle étape, et cette étape, elle a à nouveau fait mal au cœur, c'est la refermeture des salles de cinéma qui, elle, a vraiment mis fin à l'année cinématographique en salle de 2020. Parce qu'à partir de ce moment-là, on se doutait que les salles de cinéma ne réouvriraient pas pour les fêtes. Bien évidemment, je faisais partie de ceux qui avaient quand même envie de croire que potentiellement les salles de cinéma pourraient rouvrir dans cette période-là. Mais il y avait une petite voix qui n'arrêtait pas de me répéter « Non, Valentin, ça ne réouvrira pas et c'est mort et on va devoir attendre 2021 pour retourner au cinéma. » Et l'espèce de petit feu de signalisation qui nous indiquait que ça allait arriver, c'était le report constant de Wonder Woman 1984. Qui n'a pas arrêté d'être repoussé, à la base prévu pour septembre, puis pour octobre, puis pour novembre, puis pour mi-décembre, puis pour fin décembre. Le film n'a pas arrêté d'être repoussé, n'a pas arrêté d'être envisagé à des dates devenant de plus en plus surréalistes. Enfin, sortir Wonder Woman 1984 le 30 décembre. Personne n'a envie de voir Wonder Woman, même si on aime le film, le 30 décembre, le 30 décembre. Si on avait été dans un contexte normal, entre guillemets, le film n'aurait jamais été envisagé à cette date-là. Regardez déjà des films comme Aquaman qui sortent mi-décembre, c'est déjà hyper casse-gueule pour un studio parce qu'on est dans la période des fêtes et potentiellement les gens n'ont pas envie d'aller dans des salles de cinéma. Ils ont envie d'être en famille, ils ont envie d'être chez eux, ils ont envie de partager des petits moments avec des proches ou avec des amis. Enfin, ils ont envie d'être dans une autre ambiance que celle d'une salle de cinéma. Déjà, rien que ça, à cette époque-là, voilà. Mais alors Wonder Woman, le 30 décembre, je vois même pas quel marketeur a pu envisager à un moment cette idée un peu saugrenue. Le 16 décembre, c'était déjà plus envisageable, et puis ensuite, on sait que ça n'a pas marché. J'ai envie de compiler les deux événements quand même, parce que Wonder Woman et la fermeture des salles ont été quand même deux éléments très importants. Et puis derrière, il y a tous ces films qui étaient à la porte du succès, mais vraiment à la porte. Quand je pense à Adieu les cons, quand je pense à Drunk, qui aurait pu faire un carton, mais alors monumental, ces deux films en salle, parce que Drunk s'est imposé comme étant l'un des films importants de l'année, et de l'autre côté, Adieu les cons s'étant imposé comme le film français immanquable de cette fin d'année. Voilà, et ces deux films-là, je pense qu'on les reverra jamais en salle. Hein. Même l'année prochaine, on les reverra pas. Hein. Ils sortiront directement en DVD et ça sera point barre. Hein. Moi, j'y crois pas du tout à une ressortie en salle de ces films-là. Et si on le fait, ça sera vraiment pour le principe. Et on sait que les distributeurs, ils y croiront à peine parce qu'ils auront juste payé de quoi faire la promo et c'est tout. D'ailleurs, triste de voir tous ces distributeurs qui ont ressorti des superbes affiches pour la réouverture des salles qui ne servent à rien. De Drunk était particulièrement belle. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, Drunk deuxième tournée. Je trouve que Haut et Court avait bien géré leur com. Mais bon, voilà, la refermeture des salles et Wonder Woman 1984 qui ne cessait d'être repoussé étaient de mauvais présages qui prévenaient un petit peu l'événement ensuite qui va vraiment, quant à lui, bouleverser le paysage audiovisuel pour l'année prochaine. Parce que donc oui, le dernier événement qui a bouleversé l'année 2020 en termes de cinéma et qui va changer radicalement notre manière de voir et de consommer des films en 2021, c'est Warner et HBO Max qui ont annoncé que tous leurs gros blockbusters de l'année 2021, sauf si potentiellement il y a vraiment une amélioration du contexte, sortiraient à la fois sur Warner, sur HBO Max pardon,
et au cinéma sous l'appellation Warner. Et là, j'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est juste que il y a un avantage, mais il y a aussi un gros inconvénient. L'avantage, c'est que sur le principe, moi je suis chaud parce que dans les salles de cinéma, ça veut dire qu'il n'y aura plus tous ceux qui potentiellement seraient énervants et n'auraient pas envie d'être dans l'ambiance d'une salle de cinéma, par exemple qui voudraient checker leur téléphone ou qui voudraient faire autre chose en même temps. Eux, ils vont pouvoir regarder les films chez eux. Là-dessus, c'est une très bonne chose. Parce que personnellement, moi, j'avoue qu'il y a certains films, notamment des films d'épouvante, et là je pense forcément, parce que la Warner a Conjuring 3 qui doit arriver l'année prochaine, et ben ça sera peut-être bien de voir Conjuring 3 sans avoir de relous qui passent leur temps à gueuler ou qui passent leur temps à sauter dans leur fauteuil ou à allumer leur téléphone parce qu'ils ont besoin de se rassurer. Ça sera peut-être sympa de voir Conjuring 3 dans cette ambiance, moi je dis pourquoi pas. Mais par contre, il y a un gros bémol à ça, c'est que je pense que si Warner et HBO Max décident de faire ça, l'idée derrière serait, et j'espère qu'on suivra peut-être en un sens le mouvement des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, pour vous replacer, j'ai cru comprendre qu'il y a des salles qui vont exploiter les films de la Warner l'année prochaine, qui vont rabaisser à fond les prix des billets pour les films Warner, à la fois pour contester, mais également pour dire que si leurs films ils sont également accessibles sur Internet, si on doit les rendre accessibles, il faut que ces films soient moins chers. Donc ce que je trouve être une bonne idée, et personnellement, moi je suis le premier à être partisan du baissons les prix des places de cinéma. Et là, si on se retrouve dans cette situation, ça serait bien que la France emboîte le pas des États-Unis, parce que si les États-Unis, qui ne sont pas forcément un des pays les plus consommateurs de cinéma, se retrouvent à faire ça, qui est donc un mouvement très contestataire, et qu'en France, nous, on continue comme si de rien n'était, parce qu'on va se pignoler sur la chronologie des médias et se dire que ça suffira à empêcher les gens de voir ces films-là sur HBO Max, pas se voiler la face. Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle les VPN. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce superbe truc dont tout le monde fait la promo sur chaque chaîne où il y a régulièrement... Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Non mais voilà, il y a les VPN qui permettent ouvertement et légalement de voir les films HBO Max sans avoir à recourir au téléchargement illégal, et derrière, il y a le téléchargement illégal. Il ne faut pas se voiler la face. Déjà, le téléchargement illégal a été utilisé comme un mouvement de contestation lorsque Disney+ a annoncé que Mulan sortait directement sur Disney+, et ça continuera pour la Warner si jamais ça se passe comme ça. Et alors, deux cas de situation, soit HBO Max fait un carton, et d'un seul coup, tout le monde s'abonne, et ben, la démarche de Warner et d'HBO Max fonctionne, soit, deuxième cas de figure, ça se foire, et la Warner revient sur sa décision et sort les films en salle et plus tard sur HBO Max. Je pense pas que ça arrivera, mais sait-on jamais. Mais en tout cas, ça a vraiment changé le paysage audiovisuel. Et ça va le changer radicalement pour 2021. Il ne faut pas se voiler la face. Quel est le bilan du coup à tirer de tout ça? Est-ce qu'il faut espérer de bonnes choses pour 2021? Oui, il faut toujours espérer de bonnes choses. Il va y avoir beaucoup de films. Trop de films peut-être d'ailleurs. C'est moi ce qui me fait beaucoup peur, c'est que on a tous les blockbusters qui devaient sortir en 2020 qui vont tous débarquer sur 12 mois, plus ceux qui étaient déjà prévus pour 2021 qui certains sont maintenus. Alors moi j'ai une grosse crainte, c'est qu'il n'y ait aucun film qui fasse un réel carton en 2021. Bon déjà peut-être parce que le contexte sanitaire ne va pas évoluer, ce qui est une probabilité, mine de rien, il faut quand même garder ça en tête, mais au-delà de ça, ils vont tous se couper les pattes. Je veux dire, il va y avoir un blockbuster, puis un autre blockbuster, puis un autre blockbuster, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je trouve ça triste, parce que potentiellement, on va rentrer dans cette mécanique de consommer des films et non plus les apprécier. Moi, j'arrive quand même, malgré le nombre de films que je vois, à apprécier chaque film, même les mauvais, parce que je me dis que ça me rappelle à quel point parfois le cinéma est un art subjectif, où il faut parfois prendre du recul sur une œuvre pour réellement l'apprécier ou pour la détester. Mais il y en a certains, c'est vraiment l'objectif est de consommer le plus de films, d'en regarder à balle, quitte à avoir une overdose et à un moment péter une durite et se dire maintenant je mate plus de films. Moi ça ne m'est pas encore arrivé, peut-être ça m'arrivera un jour, sait-on jamais. Mais j'ai vraiment peur qu'on arrive à cette overdose et que du coup le point positif qui était on va avoir plein de films devienne un point négatif, trop de films. Et donc du coup les salles de cinéma arrivent à renflouer leur caisse, mais les studios perdent foi en l'exploitation en salle parce qu'ils disent à quoi ça sert si on l'avait sorti sur la plateforme de VOD, ça nous aurait coûté moins cher et on n'aurait pas eu à se faire couper les pattes juste après par machin ou machin. C'est ma seule crainte parce que je pense vraiment que Warner va lancer un mouvement avec HBO Max et que derrière il y a peut-être d'autres qui vont suivre. Il y a des gens qui vont créer des partenariats, j'en sais rien. Et il y a aussi le fait que Netflix va réinvestir de l'argent dans certaines productions. Et là, encore une fois, il faut qu'on évolue en France. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte l'idée
que Netflix peut être exploité en salle. Coucou le CNC, faut arrêter d'en vouloir à Netflix. Netflix, c'est nos amis, hein. Netflix, ils ont fait un très bon film d'action français cette année qui s'appelle Une balle perdue, qui est trop cool, qui est genre beaucoup trop cool. Et personnellement, j'aurais surkiffé voir ce film en salle. Mais non, parce que vous avez décrété qu'il fallait lancer une guerre contre Netflix. Ne lancez pas de guerre contre Netflix. C'est un organisme qui ne veut que du bien à la production audiovisuelle française. Vous avez vu le nombre de séries Netflix qui sont sorties cette année? Ok, il y a des trucs qui sont vraiment critiqués par certains. J'en sais rien, des séries sur la Révolution ou des séries sur des sites de rencontres biométriques, j'en sais rien. Mais au moins, ils proposent des choses. C'est un peu comme Canal+. Mais, encore une fois, on ne veut pas soutenir Netflix parce que, soi-disant, ça serait les méchants et il faudrait les combattre. Non, il faut ouvrir l'accès aux salles à Netflix. Et je pense vraiment qu'il y a un nouveau marché à conquérir avec ça. C'était mon petit coup de gueule, mais voilà, il faut que le CNC il se réveille. Il y a un moment, on n'en peut plus et il faut arrêter ça. Mais voilà, 2020 aura été une année qui pour moi aura refaçonné notre manière de concevoir le cinéma. Au travers de tous ces événements, j'ai essayé de dresser un petit bilan de tout ça. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour continuer la semaine de top et de flop. Et d'ici là, portez-vous bien et continuez de regarder les films et surtout de les apprécier. Même si parfois, il y en a certains c'est des mauvais films, il y en a d'autres c'est des très bons quand même.